Cela fait plus d'un mois que la Russie s'est lancée dans une guerre contre l'Ukraine. Celle-ci continue à se dérouler, les bombardements continuent, le flot des réfugiés également continue et c'est évidemment la population civile qui continue de souffrir. Il y a bien sûr des négociations, mais on n'est pas certain qu'elles permettent de parvenir rapidement à cesser le feu et encore moins à une paix. Mais d'ores et déjà, quelques leçons stratégiques peuvent être tirées de ce conflit. Des leçons stratégiques ont été tirées par les différents responsables et certaines d'entre elles peuvent paraître être des fausses solutions. La première, ça a été l'augmentation massive des dépenses militaires par les pays occidentaux. Les États-Unis viennent d'annoncer un budget militaire de 773 milliards de dollars que Biden, pourtant initialement partisan de la réduction des budgets militaires, a demandé au Congrès. Rappelons juste qu'en 2001, le budget militaire américain était de 280 milliards de dollars. On mesure l'augmentation des dépenses militaires américaines, il n'est pas certain que cela conduise à plus de sécurité. Les pays occidentaux ont décidé également de suivre ce chemin. Ils vont faire monter leurs dépenses militaires à 2% du PIB, alors qu'on voit que si les intentions agressives de la Russie sont évidentes, ses capacités le sont moins. Elle bombarde l'Ukraine, elle détruit l'infrastructure, mais il semble quand même que, devant les difficultés qu'elle rencontre, il n'est pas certain qu'elle ait les moyens de s'attaquer aux pays de l'OTAN, y compris avant que ceux-ci ne modernisent leur appareil de défense. Il est possible que les chefs d'état-major des pays occidentaux se plaignent des mauvais équipements qui sont à leur disposition. Celui de l'Ukraine était certainement encore en moins bon état et néanmoins la Russie a du mal à avancer. Et donc on voit que par rapport à des besoins autres, sociaux et autres, l'augmentation des dépenses militaires est la première réponse qui a été apportée par les pays occidentaux de façon très forte et on voit finalement que aux États-Unis, le lobby le plus important, c'est bien le complexe militaire-industriel que, dès 1960, Eisenhower dénonçait, et pourtant, le général Eisenhower était bien sûr loin d'être un pacifiste. C'est toujours plus d'argent pour l'armement, sans qu'il y ait une réflexion globale sur la réalité de la menace et les moyens de la contrer. Deuxième peut-être leçon qu'il ne faut pas tirer, c'est faire rentrer l'Ukraine rapidement dans l'Union européenne. Alors oui, bien sûr, l'Ukraine est un pays martyr, la population ukrainienne souffre, il y a déjà des milliers de morts, même si le nombre est encore incertain, mais les images de réfugiés que l'on voit, les récits qu'ils font, glacent le sang. Mais en même temps, est-ce que la solution est de faire adhérer rapidement l'Ukraine dans l'Union européenne ? Aucun pays n'adhérait jamais rapidement à l'Union européenne. Il faut des années de négociations, tout simplement parce que l'économie ukrainienne n'est pas à la hauteur de l'économie européenne. Ça serait un choc terrible pour cette économie ukrainienne. L'Espagne, le Portugal, qui étaient moins loin des autres pays européens, ont mis 12 ans pour adhérer. Donc l'adhésion rapide que demandent certains dans l'émotion n'est certainement pas la solution. Et puis, soyons clairs, même si on a beaucoup de sympathie pour l'Ukraine, si le PIB de l'Ukraine est inférieur cette année à celui qui était à l'indépendance, si le PIB par habitant n'est que de 3 000 $, ce n'est pas de la faute de la Russie. Et l'Ukraine a aussi souffert du comportement de ses dirigeants, qu'ils soient pro-russes ou pro-occidentaux. Les oligarques se sont tous enrichis au détriment de la population et du pays. Et donc, lorsque l'effort de reconstruction de l'Ukraine viendra, il faudra faire attention que les sommes que l'Union européenne sera amenée à verser n'aillent pas directement dans les poches des oligarques qui d'ailleurs ont aussi les moyens de contribuer à la reconstruction d'un pays qu'ils ont à leur manière contribué finalement à piller. Zelensky est un héros, et effectivement, il est reconnu partout dans le monde, mais il est à la tête d'un pays où la corruption est très forte et on ne peut pas le passer sous silence. Et il faudra s'attaquer à la corruption qui sévit en Ukraine dès la fin du conflit. Il faut aussi résister à la tentation de punir la Russie. Alors prendre des sanctions contre Poutine, contre la Russie et Poutine, oui, mais pas commettre l'erreur de sanctionner tout un pays durablement au risque de nourrir un esprit de revanche. C'est cet esprit de revanche qui a amené au raidissement russe. Et donc effectivement, si on ne peut pas laisser impunis les crimes de guerre auxquels Poutine se livre, il ne faut pas faire l'erreur de confondre le régime de Poutine et la Russie, et donc de ne pas donner une responsabilité collective au peuple russe. Nous n'avons pas commis les mêmes erreurs à la guerre de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale qu'à l'issue de la Première, mais bien sûr, il y a eu un changement de régime. Ceci étant, ce changement de régime, contrairement à ce que dit Biden, ce n'est pas à nous de l'appeler. Ça sera l'affaire des Russes eux-mêmes, et si nous appelons, nous occidentaux, au changement de régime, on ne fera que rentrer dans le jeu de Poutine, qui dénonce un complot occidental contre la Russie, et nous allons également nous éloigner de la plupart des pays non occidentaux. Il ne faut pas que la réponse à Poutine soit purement occidentale. Regardons les cartes.
Beaucoup de pays en dehors du monde occidental n'ont pas pris de sanctions contre la Russie et ne veulent pas d'un monde qui serait entièrement dominé par les Occidentaux. Et donc, il faut bien que notre combat contre le régime de Poutine soit un combat pour le respect du droit international, mais qu'il n'apparaisse pas comme le combat pour le triomphe des valeurs occidentales. Ce sont deux choses différentes. Nous pouvons être fiers de nos valeurs, mais il ne faut pas tenter de les exporter, et encore moins par la contrainte. Les rangs de l'OTAN sont resserrés, il ne faudrait pas que la diversité au sein de l'OTAN disparaisse et que l'on soit dans un choix unique d'obéir. Là, bien sûr, l'OTAN n'a jamais été aussi unie et soudée, mais cette unité ne doit pas se transformer en alignement total sur la politique américaine qui, on l'a vu avec les déclarations de Biden, ne sont pas à l'abri d'erreurs. Et puis, il y a la grande recomposition qui sera faite à l'issue de ce conflit. Et l'erreur, bien sûr, à ne pas commettre, c'est de créer un nouveau clivage. Et on voit bien que Biden la voit son agenda rempli, lui qui, dès son arrivée au pouvoir, dénonçait l'axe des pays autoritaires contre lequel il voulait mettre en œuvre un axe des régimes démocratiques. Nous devons, et ça c'est le travail des pays européens, mais des autres pays dans le reste du monde, éviter de créer un nouveau clivage idéologique et une nouvelle division du monde en deux blocs antagonistes. Surtout que si nous tentons de le faire, nous ne serons pas suivis par les pays asiatiques, africains et latino-américains. Et donc, méfions-nous des prophéties autoréalisatoires à dénoncer un axe des pays autoritaires, à contribuer à le renforcer et aussi à contribuer à le rendre indépassable. Notre intérêt n'est pas de recréer un clivage antagoniste qui vienne nourrir de nouveau la course aux armements. En 1987, Arbatov, l'un des conseillers de Gorbatchev, avait averti le monde occidental en disant « Nous allons vous rendre le pire des services, nous allons vous priver d'un ennemi ». En fait, on peut toujours avoir les ennemis, mais surtout, il faut éviter de les créer nous-mêmes.